Bonsoir Stéphane Amar. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Géopolitique Le Mag. Vous êtes journaliste israélien, correspondant pour plusieurs médias francophones, notamment BFM TV, Arte et RTS. Vous avez publié en 2018 un livre remarqué par la critique, Le grand secret d'Israël, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien, aux éditions de l'Observatoire. Et c'est chez le même éditeur que vous faites paraître votre nouvel ouvrage intitulé L'exception israélienne, enquête sur un État controversé, une plongée dans l'histoire du sionisme et de l'État hébreu pour mieux comprendre la singularité d'un pays qui n'a cessé depuis sa création d'être sous les feux des projecteurs diplomatiques et médiatiques. Stéphane Amar, cette exception israélienne marque-t-elle selon vous, avec le recul, le caractère, l'utopie, le caractère utopique et l'échec du caractère utopique du projet de normalisation du peuple juif que soutenait le fondateur du sionisme politique moderne, Théodore Herzl? Figurez-vous que je me pose souvent cette question, c'est une question assez classique finalement, qu'est-ce qu'Herzl aurait pensé, de l'État juif d'aujourd'hui, l'État d'Israël d'aujourd'hui? Est-ce que c'est l'État, qu'il avait imaginé? Je pense qu'à bien des égards, oui. Effectivement, il n'aurait certainement pas imaginé tout ce qui se passe maintenant, c'était impossible. Mais quand on relit, l'œuvre d'Herzl, surtout Altneuland, qui est son roman, d'anticipation où il imagine, l'État juif, 20 ans plus tard, en vérité 20 ans après sa mort, parce qu'il va mourir, juste 2 ans après la parution d'Altneuland. Il décrit un État qui, en bien des points, correspond à ce qu'est Israël. C'est un État très avancé, technologiquement, un État qui rayonne, dans le monde, c'est le cas et aussi un État où coexistent, juifs et arabes. C'est au centre de son œuvre et la coexistence malgré tout le conflit est une réalité en Israël et enfin, ça c'est peut-être plus surprenant et moins connu, un État centré autour de Jérusalem, Mmh. comme capitale et où le temple, de Jérusalem joue un rôle important. Donc au regard de ce qui se passe actuellement, oui, sans doute, que, Israël correspond, en grande partie à la vision qu'Herzl en avait. Même si ses relations avec ses voisins ne sont toujours pas apaisées malgré, quelques évolutions positives dont on parlera tout à l'heure ces dernières années? Écoutez, c'est pas si mal, hein, Israël est en paix avec, l'Égypte, avec la Jordanie, maintenant depuis, plusieurs décennies. Israël a conclu très récemment, des accords de normalisation avec, les Émirats, qui sont le poisson pilote de l'Arabie Saoudite. Sans doute l'Arabie Saoudite, suivra. Israël est en paix avec le Maroc. Israël vend des armes. Il y a un chiffre qui est sorti récemment, un quart des exportations d'armes israéliennes sont vendues à des pays arabes, donc il y a des vraies relations qui ne sont pas toujours officielles, mais enfin qui existent. Et puis, Israël a sa place à l'ONU, Israël a sa place dans le concert des nations, comme on dit. Donc après 75 ans d'existence, finalement, même si un conflit très dur subsiste à l'intérieur des frontières d'Israël, ce n'est pas si mal. C'est pas si mal, d'autant plus que c'est un jeune État, C'est un finalement. jeune État, en même On temps très l'oublie vieux, parfois, c'est le titre du livre d'Herzl, un État jeune mais très vieux en même temps. pour un Puis peuple très vieux. absolument, parce que c'est un peuple de retour et ça, c'est tout à fait singulier. On parlait d'exception, c'est tout à fait singulier dans l'histoire humaine. C'est un peuple de retour après 2000 ans, et qui effectivement en 75 ans a beaucoup, beaucoup accompli. En vérité, on dit 75 ans parce qu'il a été créé à 75 ans, mais l'aventure sioniste démarre véritablement à la fin du 19e siècle. Stéphane Amar, le livre s'ouvre avec le mouvement de protestation civile et politique déclenché par le projet de réforme du système judiciaire israélien défendu par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Avant de s'intéresser à ce qu'il prévoit et en quoi il remet potentiellement en jeu certains fondements de l'État hébreu, je voudrais que vous nous expliquiez d'abord comment ce texte est, selon vous, souvent perçu par, l'élite politique intellectuelle française? Vous en citez quelques exemples, dans votre livre, de l'éditorial du Monde qui évoque, je cite: «Une démocratie devenue illusoire en Israël», à Charles Anderlin, en passant par une sortie qui m'avait personnellement échappé, de l'acteur et réalisateur, Yvan Attal dans les colonnes du Haaretz. Yvan Attal pour qui, je cite: «Les religieux sont les plus grands ennemis d'Israël, pas les Palestiniens». Comment expliquez-vous cette approche, assez unilatérale de cette question de la À la réforme? fois unilatérale et dramatisante. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit d'Israël, c'est la menace, fasciste, c'est, la fin de l'État juif, c'est la destruction de l'intérieur. C'est des formules qui ont en commun d'être toutes très excessives. Heu, Or, après la crise de mai 68, on n'a pas parlé de disparition de la France, même après, la guerre, de 39-45, on n'a pas parlé de disparition de l'Allemagne, pourtant le pays est en piteux état. Mais dès qu'il y a une crise en Israël, ça prend des proportions, tout à fait Parce considérables qu'on et considère que ce pays est par nature structurellement très fragile? absolument, en tout cas, c'est mon analyse. C'est-à-dire comme si c'était un État en sursis ou voire même un État illégitime pour certains des commentateurs. Je crois qu'un diplomate, français avait eu cette formule assez célèbre, «This little shitty country», et c'est un petit peu, si vous voulez,
ce qu'on ressent parfois à lire les commentaires, c'est-à-dire qu'on ne juge pas, comme on jugerait d'autres États et que chaque crise, serait en mesure de détruire l'État. Ce que je dis que c'est le cauchemar de David Grossman, je commence le Mmh. livre par ça, mais c'est aussi le rêve de Nasser Nasrallah. Je finis par cela, c'est-à-dire que les ennemis d'Israël aussi espèrent que, Le chef du Hezbollah. de chef du Hezbollah absolument, espèrent que, les dissensions internes, mais qui finalement sont propres à toute démocratie, toutes les démocraties traversent des crises, toute démocratie, a une société clivée qui s'affronte, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en France, c'est le cas dans tous les pays, Cette occidentaux. crise actuelle, c'est le signe de la vitalité démocratique finalement de la société israélienne? Alors à la fois, ça c'est certain, parce que le débat est très vif et en plus, il faut quand même le signaler, il se déroule tout à fait pacifiquement. Mmh. Il n'y a pas de gilets jaunes en Israël, il n'y a pas de bonnet rouge, ou que sais-je. Il y a eu très, très peu de débordements dans les très, très, très importantes manifestations, de Tel Aviv du samedi soir. Mais aussi, je dirais que ça montre quelque part l'interrogation que les Israéliens portent sur la vocation, sur la nature de leur État. C'est-à-dire que, vous savez, on dit qu'Israël est un État juif et démocratique, mais c'est en quelque sorte un oxymore. Un député arabe a l'habitude de dire: «Israël, c'est un pays démocratique pour les juifs et juif pour les arabes». Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces 2 termes s'opposent d'une certaine manière et les manifestations sont quelque part la traduction de cette opposition, entre un Israël qui est plus attaché au caractère démocratique de l'État et un Israël qui est plus attaché au caractère juif de l'État. Alors sur l'analyse de cette réforme, notamment en France, en lisant les quelques citations que vous citez, j'ai repensé à la sortie il y a quelques semaines assez peu diplomatique du ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, à l'égard de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui avait critiqué la réforme. Il avait expliqué, qu'à ses yeux, elle ne connaissait pas la moindre ligne de ce projet. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, on comprend peut-être mal, cette réforme, ce qu'elle propose, ses enjeux, pourquoi elle pose problème aussi? Est-ce qu'on a cette dramatisation et en fait, s'appuie sur une forme de méconnaissance aussi du fond? Alors, ce qui est certain, c'est que le fond ne prime pas dans cette affaire. C'est-à-dire que je pense que les gens, qui descendent par dizaines de milliers, dans les rues, ne sont pas véritablement concernés directement par les détails techniques, je dirais, de cette réforme. Parce que, il y a un consensus tout de même assez large en Israël pour effectivement réformer la Cour suprême. Aaron Barak lui-même, qui est quelque part, l'artisan de cette Cour suprême, très puissante, dit qu'il y a eu des excès, que, notamment sur, cette, attribution qu'ont les juges, de juger ou non, de la recevabilité d'une décision gouvernementale, il faut effectivement remettre des garde-fous et on pourrait imaginer que le débat soit beaucoup moins passionné finalement. Donc je pense, comme je le disais, qu'il y a aussi à travers cette réforme des angoisses qui s'expriment sur la direction qu'est en train de prendre Israël, en l'occurrence de devenir un État de plus en plus juif et je ne sais pas s'il devient de moins en moins démocratique, mais en tout cas il devient de plus en plus juif, ça c'est absolument certain, pour des raisons purement démographiques d'ailleurs. Cela dit, il y a des inquiétudes tout à fait légitimes et il est vrai que, les gens qui portent cette réforme le font pour des raisons politiques. C'est-à-dire que la Cour suprême a, un positionnement politique, libéral, plutôt enclin à défendre les Palestiniens ou en tout cas s'opposer à l'occupation israélienne des territoires et ça ne colle pas beaucoup, avec la coalition actuelle, qui voudrait avoir les mains beaucoup plus libres, notamment en Cisjordanie, pour poursuivre la colonisation et l'intensifier, mais également pour lutter contre les groupes armés, palestiniens, sans avoir les mains liées quelque part par la Cour suprême. Et comment, Benyamin Netanyahou se positionne-t-il au sein de cette majorité, assez hétéroclite finalement? Tu sais, Benjamin Netanyahou, c'est un peu un Emmanuel Macron, c'est un peu le en même temps. C'est-à-dire qu'il ménage la chèvre et le chou, il s'est donné des gages un petit peu à tout le monde. Ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas du tout favorable à cette réforme. C'est pour ça que commentaires qui disent qu'il a fait cette réforme pour se sortir de ses ennuis judiciaires, c'est tout à fait inepte, parce que d'abord, ça n'aura pas beaucoup d'influence, je pense, mais surtout, en 12 ans à la tête, du gouvernement, il n'a jamais envisagé une telle réforme. Il a été poussé par son extrême droite, à entreprendre cette réforme. Mais Netanyahou, c'est un enfant de Rehavia, des beaux quartiers de Jérusalem, de l'élite ashkénaze, plutôt libérale. Donc, il se serait très, très bien passé de cette réforme. Mais effectivement, il est le prisonnier de sa coalition. C'est-à-dire que Benyamin Netanyahou n'avait plus d'alliés. Il ne pouvait plus s'allier avec le centre droit comme il l'a toujours fait, avec Lapid, avant cela avec, Tzipi Livni. Donc il a été obligé de s'allier avec l'extrême droite et les partis orthodoxes et il est obligé d'en payer le prix politiquement, c'est-à-dire de soutenir cette réforme à laquelle on le voit très bien, ces jours-ci, il ne croit plus beaucoup. Même si, les pressions sont également fortes sur Benyamin Netanyahou en provenance même de son propre parti, le Likoud. Oui, Qui parce que sont le Likoud est scindé. Je dirais, si on veut poursuivre le parallèle avec Macron, un petit peu comme le parti de Macron serait scindé entre la gauche et la droite. mmh? C'est-à-dire qu'il y a une partie du Likoud qui tire, vers la gauche, vers le centre et une autre partie, d'ailleurs la jeune génération, la jeune garde, qui tire vers, les partis nationalistes, les partis d'extrême droite. Donc effectivement, il est un homme un petit peu aussi maintenant du passé, Benyamin Netanyahou. Il a, je crois bientôt 74-75 ans, donc
il s'accommode, on le voit bien, de moins en moins confortablement, de l'attelage qu'il a mis lui-même en place. Pour revenir aux perceptions, pardon, est-ce qu'on a tendance en France et plus largement en Europe à réduire la réalité israélienne à ce qu'en décrivent les grands noms de la littérature et figures de la gauche? Je pense à Amos Oz et Avraham Yehoshua, tous les 2 disparus, et David Grossman avec lequel vous commencez dans le livre. Est-ce que c'est un biais aussi dans la manière de comprendre Israël? Alors vous posez une question tout à fait essentielle, c'est-à-dire que, si vous voulez, je dirais: «Or Amos Oz, point de salut», c'est comme si Amos Oz, quelque part, avait défini ce que devait être l'État d'Israël. Je parle par rapport à l'étranger, parce qu'il a beaucoup plus d'audience et d'influence à l'étranger qu'il Mmh. en a en Israël. C'est vrai ça? Ah oui, c'est-à-dire que bon, les intellectuels, le connaissent, mais si vous voulez, le grand public le connaît quand même très mal et ne l'a quasiment pas lu. En réalité, il a été beaucoup plus honoré à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur, même si bon, ça reste une personnalité, mais emblématique d'un certain milieu. Si vous parlez d'Amos Oz dans les milieux orthodoxes ou dans les milieux traditionnalistes, ou d'Amos Oz à Sderot, si vous voulez, très peu de gens, sauront de qui il s'agit. En tout C'était pas cas, un acteur du débat ça public l'a été dans les au-delà des années colonnes, du si, Haaretz? ça l'a été dans les années 70-80 au moment de l'émergence de Shalom Arshav notamment, mais si vous voulez l'échec sanglant d'Oslo, a considérablement, réduit la portée, de son discours, pacifiste. Mais en tout cas, effectivement, à l'extérieur, il apparaît toujours et lui, effectivement, avec, Grossman qui est le seul encore vivant et Alves Yoshua qui est décédé récemment, il apparaît comme, ce qu'on appelle la conscience morale, d'Israël, celui qui dit le bien, celui qui dit la voie à suivre. Or, ce que je constate, ce que j'ai constaté dans mon précédent, livre et ce que je constate toujours au quotidien, c'est que si vous voulez, ces gens-là se sont trompés absolument sur tout. Ils ont, emmené Israël dans une espèce d'impasse. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous voulez, ils ont porté complètement depuis la guerre de Kippour, considérant ce que la guerre de Kippour avait été un échec et signé l'échec, d'une certaine manière, du projet, sioniste et qu'il fallait complètement, changer, verser dans le pacifisme, faire tomber les frontières, créer une espèce de vaste Moyen-Orient comme ça, sur le modèle de ce qui s'est passé en Europe. C'était la fameuse vision de Shimon Peres, du Grand Moyen-Orient. Ils ont précipité, par leur travail intellectuel, par le terrain qu'ils ont préparé quelque part, à l'aventure d'Oslo, qui s'est soldée, comme on le sait, par, un bain de sang. 1 000 morts côté israélien, 5 000 morts côté palestinien et une régression totale de la région, puisque les Palestiniens n'ont jamais aussi mal vécu que depuis le processus d'Oslo. Ils vivaient bien mieux avant, ça tous les Palestiniens le reconnaissent et pour les Israéliens, c'est un petit peu la même chose. Oslo a créé des murs, Oslo a créé, des entraves, a créé beaucoup de méfiance et ça, si vous voulez, ça découlait tout de même de cette pensée, dont Amos Oz était le principal porte-voix. Et je pense, moi personnellement, que c'est un des grands problèmes d'Israël, c'est que malheureusement Amos Oz n'a pas de relève et ni, d'alternative. C'est-à-dire qu'Israël manque cruellement d'intellectuels qui Mmh. sont capables, au niveau d'Amos Oz ou, de ces grands intellectuels, de gauche, de porter, de concevoir un autre message, un autre projet, une autre vision. Il y a une dépolitisation des intellectuels en Israël de la jeune Il y génération? a il y a une faiblesse si vous voulez, du discours, politique qui est flagrante. Je veux dire, moi, je suis un peu entre les 2 pays, entre la France et Israël et je vois bien en France, il existe un débat intellectuel. Il y a des grands intellectuels qui s'affrontent et cetera. Il y a des Alain Finkielkraut, il y a des Rémi Brague, il y a des gens qui disent des choses extrêmement intéressantes. En Israël, je ne pourrais pas vous donner, des noms de ce niveau. J'ai fait En même temps, en récemment. France, la figure du grand intellectuel a un peu disparu. On a des gens qui sont très spécialisés dans un domaine. On n'a plus de Sartre ou de Raymond Aron qui pouvaient intervenir sur un certain nombre de sujets. C'est vrai, mais ça reste quand même un pays de culture, ça reste un pays de débat. J'en parlais, ce matin avec un de vos confrères. Je trouve, par exemple, que les débats, en France, à la télévision, sont de grande qualité. Les gens s'écoutent et Mmh. je parle même de la jeune génération. On dit que le niveau baisse. Moi, c'est pas du tout ce que je constate. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, qui les confrontent, qui savent dialoguer. C'est des choses que malheureusement qu'on voit moins en Israël et ça, je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez français, cet amour de la dialectique et cet art de la dialectique qui manque beaucoup à Israël parce que c'est un pays d'excellents pragmatiques, qui font des choses, qui accomplissent des choses absolument remarquables, mais qui manquent beaucoup de conceptualisation. Et je pense que ce qui apaiserait beaucoup les angoisses des Israéliens et quelque part amènerait à une pacification avec les Palestiniens, c'est justement, heu,
je veux dire de concevoir des concepts et d'exprimer exactement, de quoi est fait le projet sioniste. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Alors, la semaine dernière, la Knesset a été le théâtre d'une nouvelle passe d'armes au sein même du Likoud, au moment de la désignation au vote des 2 députés qui siégeront au sein de la commission des nominations des juges. Mardi dernier, l'élection du président de l'association du barreau d'Israël a vu la victoire d'Amid Becher, hostile à la réforme du gouvernement, contre le candidat soutenu par le gouvernement et le Likoud. Ça complique la volonté du gouvernement et notamment de son ministre de la Justice, Yariv Levin, de nommer à court terme des juges plus conservateurs à la Cour suprême. Certainement, c'est-à-dire qu'il faudra observer dans les prochaines semaines comment va réagir l'aile droite du Likoud, qui est en fait, en train de se faire voler sa réforme et d'une certaine manière, pour tous Presque avec les l'aval de Benyamin Netanyahou. absolument. Mais Benyamin Netanyahou cherche comment sortir en fait de ce piège. D'abord, s'il n'était pas, on va dire, foncièrement hostile à la réforme, c'est certain, c'est qu'il l'a trouvée trop extrême. C'est une réforme qui a été conçue, par un think tank qui s'appelle Qohélet, qui travaille depuis 10 ans, sur, cette réforme, dont, Simcha Rothman, le député et du Likoud et pardon, du parti, nationaliste religieux est la voix. Et si vous voulez, Benyamin Netanyahou, cherche à adoucir, à tempérer, cette réforme et à sortir en fait, de ce piège dans lequel il s'est lui-même mis parce qu'elle a été, présentée de manière très rapide, seulement quelques jours après, l'élection enfin l'avènement de la nouvelle coalition et de manière très maladroite, très brutale. Et donc il faut qu'il répare tout ça. Il essaye de, faire un petit peu diversion, de mettre d'autres sujets sur la table et il y a malheureusement d'autres sujets. Il y a l'explosion de violence dans le nord de la Cisjordanie, il y a le dossier iranien, il y a le dossier des Arabes israéliens. Il y a même maintenant, le dossier des Druzes, ça Mmh. c'est complètement nouveau. Donc si vous voulez, il y a d'autres sujets de préoccupation, mais Benyamin Netanyahou essaye de se sortir véritablement de ce guêpier. Alors, cette controverse autour de la réforme judiciaire, est-ce qu'elle vient selon vous, Stéphane Hamar, révéler, voire aiguiser les fractures de la société israélienne? L'ancien président du pays, Reuven Rivlin, s'était inquiété dans un discours fameux en 2015 sur l'existence de 4 tribus dans le pays, les laïcs, les sionistes religieux, les orthodoxes et les arabes. 4 tribus, ajoutait-il, qui ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, n'ont pas le même système éducatif. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'absence de débat public et la capacité à dialoguer malgré le Alors, désaccord. si vous voulez, cette fragmentation de la société israélienne, elle est complètement inhérente, à ce pays. C'est pas nouveau. Effectivement, bon, ce discours de Rivlin est très célèbre sur les tribus. Il c'est vrai que beaucoup de groupes, en fait, coexistent en Israël avec leur identité propre et que dans leur, d'intimité. Ces groupes ne se côtoient pas, c'est vrai. Maintenant, dans le domaine public, ces groupes coexistent. Ils fréquentent les mêmes universités, ils fréquentent les mêmes centres commerciaux, ils fréquentent les mêmes hôpitaux. Donc les gens, si vous voulez, collaborent. Je ne suis pas d'accord avec la vision de Rivlin. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de modèle d'assimilation à la française, parce que ce n'est pas l'ADN d'Israël, mais en revanche, il y a une véritable intégration. Ça ressemble Et plus au modèle anglo-saxon? anglo-saxon, si Anglo-saxon. l'on veut, avec des spécificités, propres, mais c'est un modèle qui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de violence ou très rarement de violence intercommunautaire. Il n'y a pas, je pense en tout cas, de germes de guerre civile, que ce qu'on entend souvent contrairement à ce qu'on entend souvent, dans les médias. Il y a encore une fois des frictions, mais je dirais au regard de la jeunesse d'Israël et de la diversité de sa population, encore une fois, je trouve que la cohésion est tout de même remarquable. Depuis sa création en 1948, le pays évolue à rebours des sociétés occidentales. Quand l'Europe commence à vomir le nationalisme après 2 guerres mondiales, Israël retrouve sa patrie historique, renouant avec le militarisme de son passé biblique, écrivez-vous Stéphane Amar. Dans les années 60, quand les grandes puissances décolonisent et entament un interminable processus de repentance, l'État juif s'empare par les armes de larges territoires arabes et entreprend d'en coloniser une partie. Aujourd'hui, alors que la déchristianisation progresse à un rythme sidérant en Europe, la société israélienne connaît un vaste mouvement de retour à la pratique religieuse et à l'identité juive. C'est cet asynchronisme qui explique, selon vous, les turbulences de la relation entre Israël et le monde occidental? Absolument. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, les nouveaux amis d'Israël, sont à compter parmi, la Hongrie, le Brésil de Bolsonaro, et même, la Russie de Poutine, ou en tout cas l'Inde de Modi. Il est certain qu'Israël s'inscrit dans cette mouvance qu'on dit libérale ou identitaire et que, ça le place en complet décalage avec l'Europe occidentale. Effectivement, comme, vous le disiez, la France a, après 2 guerres mondiales, tourné complètement, le dos, voué aux gémonies. Le nationalisme, c'est la fameuse phrase de Mitterrand: «Le nationalisme, c'est la guerre» et c'est à ce moment-là
que ce pays, se ressoude, enfin ce peuple qui était en exil se ressoude autour de son drapeau, autour de son armée, autour de son territoire, va défendre des frontières, va véritablement, si vous voulez, faire de la frontière quelque chose de presque sacré. Alors que j'étais en Suisse la semaine dernière, on passe de la France à la Suisse sans même s'en rendre compte. On est complètement en décalage. Il y a également, Mais un c'est dé pas l'Europe qui est une exception aujourd'hui dans un monde qui est, plein de crises, de retour, des frontières justement? alors c'est ce que m'a dit Olivier Rubinstein qui m'a aidé à publier ce livre, effectivement, me dit, «C'est pas tellement une exception, Israël, regarde justement des pays dont je parlais, tout à l'heure», c'est vrai. En tout cas, si vous voulez, je dirais que Israël fait partie quelque part du monde occidental, qu'on le veuille ou non. On le voit par exemple dans le concours de l'Eurovision, c'est Mmh. anecdotique, mais ça dit Ou quand dans le même football? beaucoup pour le football, absolument. Et les Israéliens sont tout de même tournés, vers les États-Unis, vers l'Europe occidentale. C'est là qu'ils vont travailler, c'est là d'où ils viennent d'une certaine manière, puisque la plupart des Israéliens sont issus, d'Europe. Donc si vous voulez, c'est normal qu'il y ait cette comparaison et c'est normal que malgré ce cousinage en fait entre l'Europe et Israël, toutes ces différences aussi fondamentales créent des frictions. C'est tout à fait, naturel, mais je pense que, d'une certaine manière, c'est des choses qu'il faut mettre sur la table, sans les nier. Il ne faut pas, comme aussi l'avait fait, Amos Oz, assimiler Israël à l'Europe occidentale. Israël, c'est un pays qui a sa propre identité, qui est quelque part à cheval entre l'Orient, et l'Occident et surtout c'est un État juif. Donc ça implique, un modèle de société particulier, ça implique des décisions particulières, des orientations, particulières et ça encore une fois, je pense qu'il faut l'assumer plutôt que de le mettre sous le tapis. Est-ce qu'on a tort de juger Israël et politique israélienne à travers, souvent le critère moral? C'est une vaste question qu'on pourrait appliquer à tous les conflits, dans le monde. Comment définir la moralité? Vous savez bien que quand il y a une opération, par exemple, à Jenin ou à Naplouse, les Israéliens, trouvent parfaitement normal, que l'armée rentre, élimine, des gens, et éventuellement, tue des victimes, collatérales. Il y a des gens qui trouvent parfaitement moral, de, coloniser le territoire, de Cisjordanie, parce que c'est la patrie historique du peuple juif, parce qu'aussi, ce sont, les Arabes qui ont déclaré la guerre, enfin, que en tout cas amené Israël à la guerre en 1967, donc si vous voulez, c'est vrai que je dirais qu'il y a, ça dépend du point de vue où on se place. Maintenant, il y a des règles, très claires, je pense, qui sont respectées en Israël, des règles de la guerre, notamment du droit de la guerre. Le seul véritable problème, à mon sens, et ce que je soulève dans le livre, j'y consacre un chapitre, c'est effectivement, le statut très particulier auquel sont soumis les Palestiniens depuis, la guerre des 6 jours, c'est-à-dire, cette forme de ségrégation imposée aux Palestiniens qui, n'est pas compatible avec, l'image qu'Israël veut donner, c'est-à-dire d'un État démocratique, un État libéral, un État respectueux des Et droits donc de ça l'homme. suppose à terme, pour préserver ce modèle libéral, la séparation? Au contraire, Le c'est-à-dire que divorce? Comme le parlait Amos divorce, Oz? oui, c'est effectivement, alors le divorce d'Amos Oz a échoué, c'est-à-dire que c'était le projet d'Oslo, de créer 2 États, séparés, où chacun vivrait, chez soi. On a bien vu que ça ne pouvait pas marcher. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est l'objet de mon livre précédent, mais pour une raison, on va dire fondamentale, c'est que le territoire, d'abord est extrêmement restreint et surtout les identités, si vous voulez, croisent le territoire. C'est-à-dire que pour les Palestiniens, le cœur de la Palestine historique, c'est la plaine côtière, c'est Tel Aviv, c'est Haïfa, c'est la Galilée, Nazareth, etc. C'est là que le peuple palestinien s'est formé, c'est là où il vivait, massivement avant le grand exode plus ou moins forcé de 1948-49. Et pour les Juifs, c'est l'inverse. Si vous voulez, la patrie historique des Juifs se trouve en Cisjordanie. C'est Hébron, C'est Bethléem? donc voilà, donc c'est pour ça que tout partage est inepte et ne conduira jamais à la paix. Par contre, effectivement, il faut faire preuve de créativité et trouver un moyen institutionnel qui permette à toutes ces populations-là de coexister, les Juifs, Arabes, les Arabes, chrétiens et musulmans, les Druzes, etc. Que tout le monde puisse coexister dans un territoire ouvert qui irait de la mer au Jourdain, mais surtout, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très important, avec des droits égaux. Ça semble complètement utopique aujourd'hui. Mais tout est utopique dès qu'on parle, d'Israël. C'est-à-dire que tout paraît, si on avait dit justement Herzl, vous en parliez tout à l'heure, dans 100 ans, il y aura un État juif ou 120 ans qui serait une des premières puissances de la planète. Je regardais avant d'entrer dans le studio qu'Israël est le 10e exportateur d'âmes dans le monde, mais dans une liste de pays immenses comme la Chine, les États-Unis, la Russie, et cetera. Évidemment, personne, n'y aurait cru. Maintenant, si vous voulez, je suis assez optimiste parce qu'encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, je constate au quotidien que la coexistence fonctionne. Il n'y a pas d'incapacité génétique, de ces 2 peuples à vivre ensemble. Il y a d'ailleurs de très beaux exemples de coexistence, il y aura des ministres arabes, il y a bien sûr des députés arabes, il y a même avec les Palestiniens, il y a des exemples de coexistence. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut partir de cette base, et
élaborer, mais encore une fois de manière inventive, un système institutionnel qui permette à tout le monde de vivre en paix. Vous citez la fameuse image d'Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, qui présentait son pays comme, je cite, une villa dans la jungle. C'est ce contexte d'existence, ces conditions de développement au milieu d'un environnement radicalement hostile, même si, on l'a dit tout à l'heure, des évolutions sont notables ces dernières années, notamment dans les relations avec le Golfe. C'est tout ça qui est parfois insuffisamment considéré par les observateurs internationaux, Stéphane Amar. Alors j'ai failli appeler mon livre comme ça, hein, La villa dans la jungle, c'était le titre provisoire, puis finalement j'ai beaucoup hésité parce que je trouvais qu'il y avait une connotation colonialiste Mhm. qui me dérangeait. Mais en vérité, c'est ce que pense Barak. Barak, fait partie de ces Israéliens qui sont persuadés d'être entourés de barbares. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette implantation, d'Israël au cœur du monde arabe, au cœur, d'un monde islamique, depuis des centaines d'années, est une anormalité de l'histoire, c'est une évidence. C'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps, à entrer quelque part dans les mœurs. Les gens vont mettre beaucoup de temps à s'habituer à cette réalité Même si et c'est un retour de la souveraineté c'est un juive sur son retour, mais territoire. qui a 2000 ans et ce qu'il faut souligner, c'est que les Arabes, les musulmans, c'est-à-dire la civilisation qui actuellement vit sur ces territoires, n'est pas contemporaine, des royaumes d'Israël. L'islam a été, fondé plus de 500 ans après l'exil et donc dans la mémoire collective arabe, il n'y a pas, même si ça apparaît évidemment beaucoup dans le Coran, un tiers des versets du Coran sont consacrés aux Juifs, au peuple juif, mais si vous voulez de manière, réelle, charnelle, les Arabes musulmans n'ont jamais connu de souveraineté juive, sur la terre d'Israël. Donc c'est une réalité, quelque part, qu'ils ont dû appréhender et c'est extrêmement difficile et on est toujours dans cette période. Alors ça s'est, de mon point de vue, beaucoup amélioré, parce que le conflit était beaucoup plus dur il y a quelques décennies, je vous le disais. Israël est en paix avec, la plupart de ses voisins désormais, mais il y a tout de même encore des réticences, des hostilités. Il faudra, je pense, encore quelques générations avant qu'elles soient vaincues. Alors cet État juif s'est construit alors que se déroulait l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis. Vous détaillez, Stéphane Amar, dans le livre, l'attitude des puissances occidentales et notamment de la puissance mandataire britannique pendant cette période et en particulier après la nuit de cristal. Rappelez-nous à cet égard ce qui a eu lieu le 9 novembre de cette année 1938, événement qui va avoir des conséquences profondes pour les Juifs d'Europe. Bah, c'est tout à fait saisissant, si vous voulez. C'est-à-dire que le 9 novembre 1938, c'est la nuit de cristal. Bon, ça, c'est un événement assez connu. C'est un pogrom donc organisé ou en tout cas encouragé par les autorités allemandes à travers toute l'Allemagne et c'est véritablement le début de la Shoah. Parce que ça peut paraître un peu curieux avec le recul historique, mais jusqu'au 9 novembre 38, les juifs allemands et les juifs européens avec eux se bercent d'illusions. Ils pensent que Hitler n'ira pas au bout. Il y a eu les Jeux olympiques où Hitler a un peu modéré son discours en 36, puis en 35, il y a eu les lois de Nuremberg qui, en vérité, ont calmé, les juifs allemands parce que même si, ça leur donnait, un statut, d'infériorité, ça plaçait un cadre et en plus, les rabbins n'étaient pas mécontents de l'interdiction des mariages mixtes. Donc les Allemands se voyaient vivre, peu ou prou sous ce régime hitlérien jusqu'à ce qu'il s'effondre et que la vie reprenne comme avant. Or en 38, ils vont comprendre vraiment que, Hitler ne plaisante pas et quelque part qu'il ira jusqu'à l'extermination, des juifs. Or le même jour, à Westminster, au Parlement britannique à Londres, les parlementaires votent le livre blanc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont fermer les portes de la Palestine aux Juifs. Donc, si vous voulez, le piège se referme ce jour-là sur le peuple juif, qui d'un côté va subir des persécutions sans équivalent dans l'histoire, et d'autre côté n'aura plus de refuge. On est après la conférence d'Évian, où tous les pays quasiment du monde, à une exception, ont fermé leurs portes aux Juifs, et ils ne peuvent même plus se rendre dans leur patrie historique qui leur était plus ou moins ouverte, mais qu'ils avaient boudée. Ben Gurion se désolait de voir que les Juifs ne venaient pas habiter en Palestine. Les seules vagues d'immigration sont à corréler avec les vagues d'antisémitisme, d'abord en Pologne, ensuite en Allemagne. Et donc à ce moment-là, ça va être le sauve-qui-peut général. Et malheureusement, d'une certaine manière, cela va réhabiliter l'idée sioniste. Le monde orthodoxe et les juifs assimilés vont se rendre compte qu'ils se sont trompés, qu'ils n'auraient pas dû s'opposer à Herzl et que le seul salut pour les juifs, c'est un État indépendant. Donc que quelque part, ce 9 novembre 38 va imposer l'idée d'un État juif. Qui va être validé en 42 à New York par Ben Gourion. Et ce qui m'intéressait aussi intéressant dans cette date, c'est que 10 ans plus tard, en Mmh. 1948, eh bien, l'État juif va être fondé et le peuple juif va renaître littéralement de ses cendres. C'est vraiment le cas de le dire, malheureusement. Et c'est ce qui explique aussi que la bataille démographique reste aujourd'hui, toujours l'une des priorités de l'État d'Israël, encore aujourd'hui alors que la moitié du peuple juif vit aujourd'hui, sur le territoire israélien. Oui, c'est absolument, mais c'est, je dirais, plus central que jamais. Effectivement, ça a toujours été un souci depuis Herzl, en vérité, hein, qui savait très bien que ce n'était pas
un pays, sans peuple pour une terre sans peuple. Ils voyaient très bien que plusieurs dizaines, centaines de milliers d'Arabes vivaient déjà sur cette terre et qu'il fallait peser démographiquement. Ça a été un souci constant de Ben-Gurion, un souci constant de Golda Meir jusqu'à nos jours. Ce qui a changé, c'est que, si vous voulez, l'immigration, les réservoirs démographiques, ils se sont quasiment taris. Puisqu'il y a très peu, désormais, d'immigration, il reste d'abord très peu de grandes communautés. Il reste les États-Unis qui sont la grande communauté, avec au moins 5 millions de juifs et ensuite vient la France. Alors Mais justement, l'allié de France, par exemple, est extrêmement faible, il ouais. y a quelques semaines, le ministre, de l'immigration expliquait que dans la mesure où, l'immigration en provenance de Russie et d'Ukraine n'avait pas besoin d'être soutenue particulièrement compte tenu de la situation sur place, il fallait accorder beaucoup plus de moyens pour, stimuler, ces 2 pôles, français et américains. C'est les 2 objectifs les plus importants pour les 10 ou 15 ans à venir compte tenu de la démographie, Si vous voulez, ce dans sont ces des juifs dans objectifs, ces mais 2 ce sont pays. en même temps des vœux pieux parce que le gouvernement israélien, en vérité, n'a aucune prise sur l'immigration des juifs. Il si C'est vous toujours dépendant de l'antisémitisme sur place? Absolument, absolument. C'est-à-dire que si vous regardez l'histoire de l'immigration juive en Israël, l'histoire de l'Aliyah, je n'ai pas de statistiques précises, mais disant que 95-98% des juifs sont montés parce qu'ils étaient contraints et forcés. Je donne par exemple l'exemple des juifs russes qui ont immigré massivement en Et qui ont été une Israël. chance, écrivez-vous. Oui, mais c'était une chance, si vous voulez, mais provoquée, parce qu'ils voulaient tous aller aux États-Unis. Et Shamir, à l'époque, a fait pression sur Bush père pour qu'il ne donne aucun visa aux Juifs russes. Et donc, ils ont été contraints et forcés d'immigrer en Israël. Mais de tout, si vous voulez, c'est une constante que les Juifs, on le voit bien aujourd'hui avec les Juifs français, qui sont extrêmement réticents à quitter la France. Et la véritable vague d'Alia de la France vers Israël, c'est l'hypercachère. C'est un moment où le pays, les Juifs de France vivaient vraiment une tourmente. Et dès que l'attentat du Bataclan s'est produit, les Juifs de France se sont dit en fait, nous ne sommes pas les seuls visés, et ça a calmé d'un seul coup l'immigration vers Israël. Et là, cette année, je crois qu'on est parmi les taux les plus bas d'Alia depuis la France. Donc, si vous voulez, sauf cataclysme en France ou aux États-Unis, je ne vois pas du tout comment Israël pourrait provoquer une vague d'Alia vers le pays. En revanche, et c'est ce qui a suppléé d'une certaine manière l'immigration, la natalité connaît un véritable boom. Le taux de fécondité des femmes juives est le double de celui de l'OCDE. Et pour donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 20 000 personnes dans une année moyenne qui émigrent en Israël et il y a 200 000 naissances. Donc 1 pour 10. Donc vraiment, Mmh. l'accroissement démographique passe désormais très clairement par l'accroissement naturel. L'un des piliers de ces États juifs est l'armée israélienne, l'armée du peuple, qui compte tant de héros, pour certains morts au combat. Stéphane Mar, vous avez rencontré l'un d'entre eux, bien vivant lui, il s'appelle Avigdor Kahalani et aura bientôt 80 ans. Pourquoi avoir cherché à connaître, l'histoire de cet homme qui accède à l'âge de 19 ans au grade de commandant? Nous sommes en 63, 4 ans avant la guerre des 6 jours, une guerre dont il sortira d'ailleurs grièvement blessé. Parce que c'est le dernier, comme vous le disiez. C'est le dernier d'une grande époque, hein, des grands héros de Tsahal qui ont façonné aussi l'image de Tsahal à l'étranger. C'est important. C'est à l'époque où Tsahal était beaucoup moins décrié qu'aujourd'hui. C'était l'époque de la guerre des 6 jours où on dansait la Tikva dans les rues de Stockholm, où Johnny Hallyday défilait en tête du défilé des Champs-Élysées, non loin d'ici, au cri de Israël vivra, Israël vaincra. Ça paraît très très loin tout ça. Et Kalani, c'est le dernier survivant de cette époque. Donc de ce point de vue-là, je le trouvais très intéressant. Et puis son histoire est tout à fait romanesque. Il a tenu tête à 150 chars syriens avec 7 chars seulement complètement déglingués Mmh. sur le plateau du Golan pendant la guerre de Kippour. Et je pense qu'à travers l'histoire de Khalid, j'ai d'abord voulu raconter comment l'armée avait quelque part constitué l'ADN de la société israélienne. On va retrouver, si vous voulez, l'audace israélienne, la créativité, etc. Tout ça, ça vient beaucoup de l'armée. D'ailleurs aussi d'Ord Wingate, qui est un non-juif, un Britannique protestant, qui a inculqué véritablement la doctrine militaire des Israéliens. Et je trouvais que, si vous voulez, je voulais aussi expliquer à travers ce chapitre que il faut peut-être faire le deuil de cette époque romanesque d'Israël. Maintenant, c'est vrai que c'est un pays qui s'est normalisé, c'est un grand pays avec beaucoup de gens, avec une économie solide, avec une grande armée. C'est plus le petit pays héroïque de ces années-là. Et j'entends Par beaucoup de exemple, est-ce que nostalgie. Tsahal peut rester, l'armée du peuple, alors que la professionnalisation des armées, est un mouvement assez diffus dans le monde? Alors je dirais que c'est peut-être pas le danger qui guette vraiment Tsahal. Le véritable danger qui guette Tsahal, si vous voulez, c'est cette fracture entre les unités technologiques de très haut niveau, donc ce qu'on appelle la Shmoneh Mataim, l'unité 8200. Il y en a d'autres
qui sont maintenant évidemment, si vous voulez, à l'avant-garde en vérité de Tsahal, c'est-à-dire que c'est la Mmh. cybersécurité, etc. Ce sont d'ailleurs ces technologies qui s'exportent beaucoup à l'étranger. Et je dirais que ces unités sont un petit peu l'apanage des classes ashkénazes, aisées de la région de Tel Aviv. Et que, ceux qui tiennent les barrages militaires, ceux qui constituent, en quelque sorte la chair à canon, de l'armée israélienne, ce sont les jeunes de la périphérie, ce sont les jeunesses séfarades. Vous pouvez d'ailleurs faire le test, de regarder bien la liste des morts en général, comme ça a été le cas par exemple très récemment à la Mmh. frontière égyptienne, ce sont quasiment tout le temps des jeunes séfarades. Et ça crée du ressentiment parmi les Oui, populations ça séfarades, crée, ouais? je l'ai entendu beaucoup, lorsque j'ai tourné un reportage récemment pour Arte sur Sderot, un reportage qui c'est sur le deuxième Israël, c'est ce qu'on appelle le deuxième Ouais. Israël. Je pense qu'il y a et on le retrouve aussi dans les manifestations. C'est-à-dire que les manifestations sont les manifestations du premier Israël, de l'Israël de Tel Aviv, de l'Israël aisé, D'ailleurs, Benyamin Netanyahou a fait campagne sur ça pour dire: «Vous n'êtes pas la périphérie», en parlant du absolument. second Et Israël. d'ailleurs, si vous voulez, Netanyahou est de ce point de vue-là un cas d'espèce parce qu'il est un pur produit du premier Israël. Mmh. C'est une grande famille ashkénaze, mais son histoire familiale fait que son père s'étant toujours retrouvé en porte-à-faux avec l'élite universitaire, il a quand même nourri une certaine sympathie pour justement ces «exclus» entre guillemets, d'Israël. Mais c'est le danger, je pense, qui guette et il est très important, je pense, parce que l'armée est un facteur, on dit souvent que, par exemple, malgré ces manifestations, quand les gens se retrouvent à l'armée, un ami me disait, par exemple, que lui, là où il effectue ses périodes de réserve, il y a dans, son régiment, des gens pro-réforme, des gens anti-réforme, des Ashkénazes, des Séfarades, des gens des territoires, des gens de Tel Aviv. Je crois que c'est très important, que ce creuset, perdure et qu'il n'y ait pas justement, cette différenciation, au sein de l'armée, cette différenciation sociologique. Kalani trouve la société israélienne affaiblie, Mmh. ramollie par l'hédonisme et les milliards de la high-tech. Il trouve, je vous cite, que l'on cède trop aux Arabes, que les rues deviennent dangereuses, que la jeunesse ne veut plus se battre. Ce sera ma dernière question, Stéphane Lemar, comment la société israélienne a évolué sous l'influence du libéralisme à la fois économique et culturel? On est aujourd'hui très très loin de l'image d'Épinal, du Sabra et du kibbutz. Le high-tech vous l'évoquez d'abord dans l'armée, mais on peut l'étendre peut-être plus largement, a beaucoup fait évoluer cette société-là, qui s'inspire aussi des modèles américains. Alors là, vous me lancez sur un sujet sur lequel on peut passer encore une demi-heure. Heu, si vous Mais il nous voulez reste 2-3 ouais, minutes. parce que c'est assez complexe, parce que, ce libéralisme dont vous parlez, il est justement, le produit, si vous voulez, de ce premier Israël. C'est lui qui est rentré de plein pied et pour des raisons évidentes, hein, de niveau d'études, d'ouverture vers l'Occident. Il est entré de plein pied, dans ce miracle économique israélien, dans la Startup Nation. Il y a des groupes entiers dans les manifestations qui sont des groupes de start-upistes. Mmh. À la pointe, si vous voulez, du combat contre la réforme, vous avez, Certains ont menacé de absolument, quitter le pays. de déplaceurs capitaux, et cetera. Et ça, effectivement, de mon point de vue, c'est dramatique. C'est-à-dire que, cet ultralibéralisme, cette glorification du capitalisme parfois sauvage, parce qu'on a toujours une image de la high-tech positive, mais, le droit des travailleurs dans les boîtes de high-tech, les relations entre les travailleurs sont loin d'être roses. C'est quelque chose d'absolument connu. Il y a aussi une perte de sens. C'est chez les gens qui font fortune, en 1 ou 2 mois, qui font des exits ou 1 ou 2 ans, des exits de 20, 30 ou 40 millions de dollars. Il y a une véritable perte de sens dans toute une partie de la jeunesse ou des classes, de ces classes-là favorisées, israéliennes. Et d'un autre côté, parallèlement à cela, vous avez un retour à la tradition, vous avez un retour aux valeurs fondamentales et même un retour au sionisme d'une certaine manière, c'est-à-dire à ce sionisme conquérant, ce sionisme nationaliste, qui s'exprime aussi, dans cette nouvelle coalition. Et donc là, effectivement, je pense qu'il y a une redéfinition de ce que doit être Israël. Sur le plan économique, vous en parliez, je pense qu'Israël doit être à la pointe, de la lutte pour, l'écologie, doit être à la pointe de la lutte pour la réduction des inégalités sociales, de la lutte contre le capitalisme. J'ai un très bon ami qui a écrit un livre qui s'appelle «Une réponse juive à l'anarcho-capitalisme», où il Mmh. montre que dans la Bible, dans la tradition juive, il y a des réponses à apporter aux dérèglements, financiers, mondiaux. Et en même temps, Israël, je pense, doit assumer, ses racines juives, son histoire juive, la redécouvrir d'une certaine manière pour, renforcer sa cohésion de l'intérieur. Ce qui est paradoxal, c'est que Benyamin Netanyahou, qui a porté cette image dans le monde, d'Israël Startup Nation, aujourd'hui défend, la périphérie, ce second Israël qui paie les dommages aussi de cet ultralibéralisme. Absolument, c'est pour ça qu'il est entre 2 feux, on le voit très bien dans sa manière de gouverner, parce qu'il est soutenu par cette base très solide qu'il aime beaucoup. À Sderot, 80 de la population vote pour Netanyahou. Et qui a Il engagé par ailleurs des réformes économiques il y a 20 ans maintenant en Israël, qui ont eu des conséquences profondes Oui, sur cette, absolument, mais c'est vrai périphérie. qu'Israël, à ce moment-là, traversait une crise très grave. On était au début de la deuxième intifada, enfin, vers la fin de la deuxième intifada, et c'était extrêmement compliqué. Maintenant qu'Israël a atteint
un niveau de développement tout à fait considérable avec un taux de chômage très faible. Je pense qu'il est temps de faire des réformes, véritablement sociales. Cette question, malheureusement, je dois le dire, est polluée, par la question orthodoxe. C'est-à-dire que, si vous voulez, le chantage, en fait, que les orthodoxes exercent sur Benyamin Netanyahou, pour, obtenir des subventions, pour obtenir, des allocations, fait, quelque part discrédite l'idée sociale. Parce que les gens se disent: «Mais, nous, on ne veut pas payer les gens à rien faire, il faut qu'il y ait une justice sociale» et cetera. Et donc il faut repenser ces systèmes-là, comme c'est le cas d'ailleurs en France, dans un système égalitaire, généraliste, comme la sécurité sociale l'est exactement, qui permette à tout le monde quelque part d'amortir, les rigueurs de l'ultralibéralisme. Merci beaucoup Stéphane Hamar Merci à d'avoir vous. été avec nous. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, L'exception israélienne. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt sur Radio J. Merci Steve.